Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme depuis le 8 octobre 2020. Tout à fait, le 9 je crois, 9 octobre. Hein. Nous sommes en début 21. Merci de nous recevoir. Bienvenue à la Fédération française de moto, on a beaucoup de plaisir à vous accueillir. Pour mieux vous connaître, ou tout simplement vous connaître. Donc, vous avez très légèrement dépassé la quarantaine. Je m'approche gentiment de la cinquantaine, tout à fait. Et vous êtes mayennais. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, donc la Mayenne est un très beau département rural de l'ouest de la France, puisque nous sommes dans le Grand Ouest entre Angers et Rennes. C'est un petit département où il y fait très très bon vivre, où en tout cas on a le sens des valeurs, le sens paysan. Et donc moi je suis très très fier de mes origines et on a le bon sens paysan, encore une fois. Et donc c'est évidemment là où j'ai été, on m'a élevé, mes parents m'ont élevé, là j'ai été formé collège, lycée, et là où j'ai pratiqué toute une série de sports. Et donc j'ai quitté ma Mayenne natale à 22 ans ou à 23 ans pour rejoindre la région parisienne. La moto ? La moto c'est mon oncle. C'est voilà, mon oncle, Jean-Claude Lavreul. Comme beaucoup d'entre nous qui sommes dans le milieu de la moto, il y a toujours un tonton, un papa, un frère ou une sœur qui était dans la moto. Et donc c'est mon oncle qui était pilote de motocross et qui donc participe à des compétitions de moto. Ensuite il a été dirigeant de motocross, tout à fait. Ouais. Ensuite il a été dirigeant de club, dirigeant aussi au sein de la Ligue de Bretagne, puis au sein de la Fédération française de moto, puisqu'il a été président de la commission motocross à la fin de sa carrière de bénévole, et qu'il était également président de la Ligue de Bretagne de moto. Donc c'est à travers lui et grâce à lui que j'ai pu découvrir ce monde de la moto à travers la passion, dans un premier temps en tant que spectateur. Moi je courais après les autographes, moi j'ai eu la chance de rencontrer du Carl Quiz, du Jobé, du Malherbe, du Jackie Vimon sur un Grand Prix, et j'ai eu l'occasion de récupérer pas mal d'autographes. Et donc c'est comme ça, à travers cette passion de spectateur, que je suis aujourd'hui donc motard. Et puis ensuite je m'amuse sur la moto régulièrement, notamment sur Carole. J'essaie aussi de m'amuser dans les chemins avec des petits tours de moto de façon totalement ludique et par plaisir. D'accord, plaisir. Et puis les études. Et vous vous orientez vers une université avec... Vous aviez déjà une idée derrière la tête quand vous faites votre cursus universitaire ? Non, sincèrement, lorsque moi je débute mes études de droit, j'avais pour ambition pour ne rien vous cacher, d'être commissaire de police, de me présenter pour le concours de commissaire de police. Et puis pour des raisons médicales, je n'ai pas pu me présenter à ce concours. Et donc très clairement, moi, au-delà de cette ambition-là, je me suis dit mince, j'avais 22 ans à l'époque. Qu'est-ce que je fais et très clairement, le sport était ma passion, la moto également. Donc je me suis posé la question de savoir quelle était la filière après une maîtrise pour essayer de travailler dans le monde du sport. Et donc il y avait une formation de référence, qui est d'ailleurs toujours la formation de référence, à travers le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, donc le Master 2. Le Centre de droit et d'économie de Limoges, tout à fait. Du sport ? Du sport, tout à fait, oui. C'était, vous voyez, pour une génération plus ancienne, le fait qu'on prenne le sport avec le mot économie, vous comprendrez qu'il y a quand même une grande différence avec le XXe siècle. Aujourd'hui, l'économie du sport, le droit du sport constitue des enjeux majeurs pour un pays, pour la nation. D'ailleurs, le sport a été à l'origine de rapprochement des peuples. Souvenons-nous des grandes compétitions RDA, RFA, la Corée du Nord, les États-Unis contre l'URSS. Ça a toujours été à travers le sport aussi des confrontations géopolitiques, mais aussi l'occasion de se rapprocher à travers le sport. Donc le sport a toujours été aujourd'hui très contemporain. Et donc aujourd'hui on se positionne sur quelque chose qui est lié à l'économie, lié au droit. C'est sans doute l'évolution des choses qui le fait. Donc c'est vrai que ce centre de droit et d'économie du sport a été créé il y a maintenant une quarantaine d'années par deux professeurs de droit, Jean-Pierre Caraquillo et Monsieur Alaphilippe. Et donc de fil en aiguille, c'était devenu une référence, et donc c'était vraiment la référence à l'époque. Mais la Fédération française de motocyclisme, le sport, on a vu, mais c'est aussi multiples activités. Ce n'est pas une fédération,
Ce n'est pas la Fédération française de sport motocycliste. Vous pouvez nous dire quelle est la différence entre la Fédération française de motocyclisme et ce que serait une Fédération française de sport motocycliste? Alors écoutez, nous, quand on a un pilote qui nous appelle et qui nous dit « je participe à une compétition moto », très clairement, on ne sait pas ce qu'il fait en tant que fédération. Parce qu'aujourd'hui, la fédération, c'est 7 disciplines, c'est plus de 30 spécialités. Et donc très clairement, lorsqu'on pratique le motocross par exemple, eh bien, on ne sait pas si c'est du supercross, du motocross, du supermotard, de la montée impossible, de la montée impossible par exemple. Donc tout ça, c'est la force de la Fédération française de moto. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à peu près 100 000 pilotes qui souscrivent 100 000, une licence ou un titre de participation. Et donc évidemment que tout cela se retrouve dans les multiples activités que nous proposons. Cela va évidemment du championnat du monde de vitesse à travers le Grand Prix de France qui est organisé par Claude Michy et l'ACO, à l'épreuve de montée impossible au fin fond du 64 qui réunit des centaines voire des milliers de spectateurs. Et donc c'est ça la richesse de la Fédération française de moto, c'est sa diversité, c'est sa ruralité puisqu'on a la chance d'organiser 1200 épreuves sur l'ensemble du territoire et donc c'est plutôt une richesse pour nous, une richesse économique, parce que tout à l'heure nous l'évoquions. Les sports mécaniques auto, moto en France représentent 2,3 milliards d'euros pour l'économie française. Uniquement la caravane de nos compétitions. Je ne parle même pas des spectateurs associés à ces activités. C'est le fait d'organiser des courses moto et d'organiser des courses auto génère de façon consubstantielle 2,3 milliards. En sachant que quand on parle de course moto, on voit forcément MotoGP, mais ça, c'est pas vous. Enfin, c'est pas nous. Le MotoGP, c'est un championnat du monde. Donc, il est organisé sous l'égide de la FIM. Il y a un promoteur international qui est la Dorna. Ensuite, il y a une fédération nationale, donc qui est la FFM pour le Grand Prix de France. Il y a un promoteur national qui est Claude Michy, qui lui-même organise sur un circuit qui est celui de l'ACO. Ça fait beaucoup d'intervenants. Et je crois que la grande réussite de ce championnat du monde, de ce Grand Prix de France, c'est que, malgré tous ces intervenants, nous avons réussi à créer une relation de partenariat qui fait que le Grand Prix de France de vitesse organisé par Claude Michy sur le circuit de l'ACO, avec le soutien de la FFM, fait qu'aujourd'hui ce Grand Prix est magnifique. Mais on est bien d'accord que ce sont des entités séparées. Il se trouve que l'accord est bon, que c'est un partenariat, mais ce sont bien des entités séparées. On ne confond pas. C'est-à-dire que quand on vous dit oui, mais que faites-vous pour les MotoGP, est-ce que vous pouvez dire ce n'est pas complètement notre rôle? Notre rôle à nous n'est pas d'organiser des compétitions. Encore une fois, il y a 1200 épreuves organisées par an. La fédération n'a pas pour objectif d'organiser ces 1200 épreuves. Notre rôle à nous, c'est de définir les règles techniques et de sécurité. C'est de définir, de les contrôler, de veiller à ce que toutes les épreuves qui sont organisées sous l'égide de la fédération sont bien sécurisées au regard de ces règles. Nous, on forme aussi tous les officiels, y compris ceux qui interviennent sur le Grand Prix de France. On a une direction de course, les commissaires de piste. Rien ne serait possible. Dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, les bénévoles de la fédération constituent le cœur de la vie fédérale et de nos épreuves. Si sur le Grand Prix de France de vitesse, il n'y avait pas tous ces centaines de bénévoles qui intervenaient durant tout le week-end sur cette compétition, on ne pourrait pas organiser cette compétition. Comme le Tour de France ne pourrait pas être organisé. Je veux dire, aujourd'hui, le sport français repose sur l'investissement bénévole de nombreuses personnes. Si j'en reviens au pilote de pointe, au pilote le plus connu au MotoGP, quand on vous dit oui, mais ils sont en Espagne, que répondez-vous? Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, l'Espagne en vitesse, parce que là on ne parle que de la vitesse, constitue en effet l'endroit où il y a une concentration des meilleurs pilotes quasiment du monde. Donc en effet, Fabio Quartararo comme Johan Zarco sont partis très très jeunes participer à des compétitions à l'étranger, notamment en Espagne, et se sont formés à travers les championnats nationaux espagnols. Ceci étant, moi j'insiste sur le fait qu'on confond souvent le championnat national espagnol et le championnat européen, qui se déroule principalement en Espagne.
notamment l'European Talent Cup. L'European Talent Cup, en effet, à 90%, je crois, de son calendrier, il se déroule en Espagne. Ceci étant, c'est une épreuve de championnat d'Europe et donc il est parfaitement logique qu'il y ait beaucoup de pilotes étrangers sur ce championnat d'Europe. Donc c'est vrai qu'un Fabio comme un Johan sont partis très très tôt rouler sur les championnats étrangers. Ceci étant, un Johan comme un Fabio roule régulièrement sur des structures aujourd'hui en France, sur des circuits de karting qui sont homologués pour l'activité moto. Il roule beaucoup avec des structures françaises en entraînement. Donc il ne faut pas tomber dans le French bashing, parce que je crois que la Fédération française de moto, au jour d'aujourd'hui, c'est la première fédération au niveau du ranking international. C'est-à-dire c'est le classement qui est réalisé par la FIM au niveau de ces fédérations internationales. La première fédération nationale, c'est la FFM, en nombre de licenciés FIM, en nombre d'épreuves FIM, et on a de nombreux titres de champions du monde dans de multiples disciplines. On a eu le CERT cette année qui a été titré en endurance. On a un champion du monde en MX2, en motocross. On a un champion du monde aussi en supermotard. On a évidemment tous nos pilotes individuels qui roulent en endurance. Donc, en féminine, ça marche bien. En féminine, on a un beau championnat. Donc tout ça pour dire que oui, je dirais qu'aujourd'hui, nos jeunes, pour l'instant, sont partis à l'étranger concourir. Un bon nombre, c'était dans le cadre d'un championnat d'Europe. Ne goûtons pas notre plaisir, s'il vous plaît, d'avoir 2 pilotes en MotoGP, 2 Français qui performent. Ils sont licenciés au sein de la FFM, ils portent les couleurs de la FFM, de la France, et donc il faut que l'on travaille avec eux. On est fiers d'eux. La fédération et tout le monde de la moto porte et est fier de nos 2 pilotes français. C'est bien là le principal. Alors, on va mettre en place, et on a déjà acté toute une série d'évolutions pour 2021. L'objectif pour nous, c'est l'avenir. C'est évidemment de faire en sorte que nos pilotes français aillent rouler en Espagne pour participer à l'European Talent Cup. Très bien, c'est le passage quasiment obligé avant d'accéder au mondial. Ceci étant, ce qu'il faut, c'est que le niveau de nos pilotes soit suffisamment performant et qu'ils soient suffisamment à l'aise pour que dès la première saison, il n'y ait pas un décalage entre le niveau espagnol et le niveau français. Donc tout le travail que l'on va mener, mais qui part de la base, ça c'est clair. Donc il faut qu'on ait une pyramide beaucoup plus large, parce que cette pyramide avec une base beaucoup plus large ira évidemment beaucoup plus haut. Donc c'est tout le travail qu'on a mené, que l'on mène actuellement avec de bons nombres d'acteurs. Et donc nous allons développer des écoles. Nous allons créer du lien entre le championnat 25 Power et les Coupes de France Promosport et le Superbike. Nous allons aussi travailler à fédérer avec une cohérence d'ensemble tous les championnats régionaux qui existent déjà. Je pense notamment à un championnat en Occitanie, un championnat en Normandie, enfin tout ce qui est mini-GP. Il y a un championnat Grand Sud-Est qui est en train de se mettre en place. Donc on va fédérer tout ça, on va élargir la base. On a créé une nouvelle catégorie qui est la catégorie Moto 5 qui donc sera effective dès 2021, qui permettra de limiter le gap entre le 25 Power et les Coupes de France Promosport, enfin la catégorie 125. Donc il y a toute une série de... Pour débutants. Ça, non, pas forcément, c'est dans une filière beaucoup plus large. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, des débutants, des pilotes loisirs, des pilotes confirmés. Donc c'est tout l'objectif. On positionne l'objectif Grand Prix comme étant au cœur de la filière. On a la chance, encore une fois, en France, encore une fois, faut qu'on en soit conscient, d'avoir des pilotes qui performent en 300 Super Sport, d'avoir des pilotes qui sont en 600 Super Sport, un Cluzel, un Jules, il a fait une très belle saison avant son accident. On a des pilotes français qui ont été très très bons en fin d'année en 300 Super Sport. L'an prochain, on aura notre ami Mayas en Superbike, et c'est super. Donc on aura Lorenzo Felon qui va débuter en Moto 3, et on aura 2 beaux champions en MotoGP. Donc encore une fois, sans compter tous nos pilotes qui roulent en endurance et tous les teams qui roulent en endurance. Donc la France, elle rayonne, elle est moins présente en nombre sur les Grands Prix que les Espagnols ou les Italiens. Mais là, je pense que nous, fédération, on a un travail à faire, mais l'économie de la moto française a aussi un travail à faire. C'est-à-dire qu'en Espagne, il y a beaucoup plus de teams, il y a beaucoup plus de sponsors, il y a aussi plus d'argent parce qu'il y a plus de sponsors, plus de teams, et qu'il y a aussi de la télévision. Donc nous, on a la chance d'avoir des retransmissions de qualité de nos MotoGP.
À nous de faire le travail, on va poursuivre le travail entamé, mais évidemment que seul on ne peut rien faire. À un moment, il y a un problème d'économie, de moyens, et donc c'est aussi à notre pays, aux partenaires potentiels, de s'intéresser à la moto et d'investir sur des compétitions moto. D'accord, donc on comprend bien qu'il y a ces dizaines de milliers, presque 100 000 licenciés qui font du sport par plaisir, avec des clubs où tout le monde est bénévole, etc. Mais que vous, quand même, vous marquez une ligne vers le professionnalisme à très haut niveau. Quand même, c'est un changement d'orientation. Alors, changement d'orientation, c'est une évolution. Sincèrement, moi, je m'inscris totalement dans la continuité du président Boll. J'en ai été son directeur général pendant quelques années, pendant quasiment toutes ses 3 mandatures, les 12 ans. Donc, je crois que je poursuis le travail qui avait entamé. Vous savez qu'on a créé une équipe de France de vitesse il y a maintenant 2 ans avec le support de Claude Michy. Évidemment qu'on va le maintenir. Moi, ce que je souhaite mettre en place, pour être très clair, ce qui fonctionne très bien au sein de la fédération, ce sont les collectifs, notamment en motocross. On voit que la France réussit très régulièrement à offrir des champions du monde, à polir des champions, et on a encore eu un titre l'an passé. L'idée, c'est de mettre en place, de façon en tout cas théorique, le même système de collectif pour la vitesse, donc des rassemblements fédérés autour d'un projet. C'est clair que vous parliez de professionnalisation. Professionnalisme, oui, la vitesse aujourd'hui, dès 13-14 ans, on est sur des problématiques financières. C'est-à-dire qu'une saison à 13 ans, pour un pilote qui espère performer au niveau international, c'est beaucoup d'argent, avec un risque majeur de ne pas réussir, parce qu'un champion qui gagne, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Des Fabio ou des Johan, il y en a quelques-uns, mais on parle souvent de l'Espagne. Combien de pilotes n'ont pas performé en Espagne ? C'est-à-dire qu'en Espagne, on en a des Espagnols, mais combien de déchets, combien de pilotes qu'on ne voit plus à 13-14 ans, qui sont blessés, qui ont abandonné, dont les parents ont peut-être vraiment de façon totalement déraisonnable investi. Je pense qu'il faut être responsable, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on accompagne les parents dans la progression de leur enfant, il ne faut surtout pas leur vendre du rêve, parce que derrière, c'est beaucoup d'investissement. Donc il faut trouver un équilibre. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on est en train de mettre en place sur les collectifs, sur le rassemblement, sur les partages d'expériences. C'est important. On a la chance en France d'avoir des beaux teams. On a la chance d'avoir des teams qui participent au championnat de France Superbike. Eh bien, je pense qu'il faut mettre, je dirais, du lien entre tous pour que les parents ne se trompent pas dans les orientations de leurs enfants. Mais là, on parle de très haut niveau. Juste une remarque, le club qui se fait hyper plaisir en organisant un motoball, vous n'oubliez pas. Encore une fois, et là je fais mien le discours politique de mon prédécesseur, de Jacques. Jacques a toujours dit, il l'a mis au cœur de son projet, et donc je le reprends totalement, le cœur de la fédération. Ce sont nos clubs, c'est nos clubs. Ce sont nos clubs qui organisent. Il y a maintenant il faut que vous arriviez à être, peut-être pas bicéphale, mais à avoir 2 directions. Les clubs, le nombre, etc. et la pointe avec les MotoGP. Oui, alors il faut pas opposer pilote et club. Moi, je pose pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, je dis que le cœur de la fédération, celui qui fait vivre la fédération, celui qui fait rouler nos pilotes, ce sont les clubs. Si les clubs ne prennent pas le risque d'organiser, si les clubs ne prennent pas le risque de gérer un équipement sportif, si les clubs ne font pas le choix de porter un projet de développement, eh bien, Fédération Française de Moto, avenue Parmentier, on n'est rien. Parce que c'est pas d'ici, c'est pas à Paris qu'on décide de ce que l'on fait si derrière il n'y a pas de volonté d'appropriation du projet. Donc les clubs, le cœur, donc évidemment qu'on les aide. Tous les clubs organisateurs sont aidés par la fédération financièrement, juridiquement, administrativement. Nous, ce que l'on veut, c'est leur soulager du maximum de difficultés. Et donc ça, c'est le travail que Jacques avait mené il y a quelques années et qu'évidemment, on va poursuivre a fortiori dans cette période difficile. Voilà, cette période difficile, justement, comment vous gérez le fait qu'il y ait des cotisations qui rentrent et que certains se disent pourquoi puisqu'en face, je n'ai plus de manifestation, ça a été reporté, etc.
C'est une situation incroyable. Mais bon, quelle est votre réponse? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut être très humble par rapport à tout ça. La situation que nous vivons 2020-2021, elle est extraordinairement anxiogène, difficile. Vous savez, nous, Fédération Française de Moto, il y a un an, à la même date, nous devions organiser en 2020 1000 épreuves, sans compter les 200 matchs de motoball. Nous n'avons pu organiser en 2020, au final, que 250 manifestations. Et vous êtes passé de 1200, y compris le motoball, à 250. Oui, hors motoball, donc ça fait environ 300. Donc tout ça pour dire que, sincèrement, il y a un an, la fédération, tout s'est arrêté du jour au lendemain, et pas seulement la fédération d'ailleurs, mais je peux vous assurer que c'est très perturbant, parce que c'est très impactant. Nous, au mois de février-mars, on est en train de préparer les différents championnats, tout le monde toute la vie fédérale est en ébullition pour préparer la saison, et du jour au lendemain, plus rien, plus un seul appel téléphonique, plus un seul club, et tout le calendrier qui se délite en 2-3 jours parce que tout est annulé. Et évidemment que du jour au lendemain, plus une seule licence n'a été souscrite par les pilotes. Donc ça, c'est l'aspect monstrueux de la situation 2020. On est tous victimes de la crise sanitaire. Je pense que, évidemment, il y a certains secteurs d'activité qui vont en tirer profit, comme toujours, mais très globalement, le milieu du sport, le milieu de la culture, le milieu de ce qui fait vraiment la vie extra-professionnelle, la vie de loisir, la vie de partage, eh bien, ces milieux-là sont particulièrement et monstrueusement impactés. Donc, nous, fédération, on a été impactés. Au mois de mars, tout s'est arrêté. On a réussi à sauver, entre guillemets, 250 manifestations. On a réussi à sauver quasiment toute la saison de vitesse. Toute la saison de vitesse. 5 Superbikes, 5 ou 4 Promosport, le Grand Prix de France de vitesse, les 24 heures du Mans. Alors, le GP Superbike, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que notre calendrier a été amputé de quasiment un semestre entier. Et bien, malgré ça, nous avons réussi à caser sur 10 semaines quasiment toutes nos épreuves de championnat de France en vitesse. Je remercie la Commission nationale, je remercie tous les organisateurs, je remercie la FIM et les promoteurs, parce qu'ils ont réussi à faire un travail extraordinaire, imaginatif d'ailleurs, parce que on a su faire preuve d'imagination, on a rebâti un calendrier en très peu de temps sur une période très légère. Donc oui, il faut qu'on s'en félicite, parce que sur la discipline vitesse, on a réussi je crois, à offrir un calendrier de qualité. Oui, il y a des licenciés qui ont pris une licence en mars et qui malheureusement n'ont pas pu participer à l'intégralité de leur championnat, voire n'ont pas pu participer à une seule épreuve de championnat de France. Je pense notamment aux pilotes de rallye routier. On a mis en place pour 2021 une mesure d'accompagnement, puisqu'on leur offre une partie de leur engagement. Il faut être très clair, la Fédération Française de Moto, c'est 20 millions de budget. Sur ces 20 millions, il y a 13 millions de recettes qui proviennent des licenciés. Si on offre la licence 2021 aux licenciés 2020, c'est 13 millions. Alors on peut faire, on fait un prêt, on s'endette sur 20 ans et on paye durant 20 ans ce choix politique-là. Ça veut dire également qu'on n'a plus les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'à l'acquisition de terrain, on peut arrêter. L'aide au club, puisque vous savez, on verse 1650 € à tous les clubs organisateurs, on n'aura plus les moyens. Les aides sur les sportifs de haut niveau non plus. Enfin, je veux dire, il y a toute une logique derrière. Ce qu'on a fait, et j'espère que nos licenciés le comprendront, et moi je pense qu'ils le comprennent, c'est qu'on a souhaité privilégier en 2021 un plan de relance et d'accompagnement pour les clubs organisateurs. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne veux surtout pas opposer clubs organisateurs et licenciés. Je dis juste aux licenciés que si on vous fait une remise de 50 € sur vos licences, chers amis, et qu'il n'y a pas un seul club qui peut organiser, votre licence, ça sera toujours trop cher. Nous, ce que l'on veut, c'est que les clubs, en 2021, organisent. La fédération a débloqué un budget complémentaire d'1 million d'euros pour irriguer tous les clubs organisateurs, pour leur dire à nos clubs, on sera là. Le championnat de Superbike est annulé 3 jours avant. Un club qui devait organiser, on sera là pour t'aider, pour combler
le déficit en tout ou partie parce qu'il faut qu'on ait des épreuves. J'entends et je comprends les pilotes. Je comprends les pilotes qui quelquefois, n'ont rien pu faire, mais c'est totalement exceptionnel. Globalement, ils ont pu rouler en entraînement, ils ont pu participer, en tout cas pour la discipline vitesse, à un certain nombre de compétitions. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire. Il y a une transparence dans la gestion fédérale. Et moi, je m'inscris totalement dans cette transparence-là. Je veux dire que cet argent est investi pour les licenciés, pour nos clubs. Justement, on en revient à l'achat de terrain. On a vu ce qui s'est passé à Albi. Ouais. La nuisance. Donc, est-ce que vous allez continuer d'acheter des terrains pour sécuriser le sport, l'activité générale de la moto? Et surtout, on en revient, et on peut peut-être terminer sur l'avenir, les moteurs électriques, l'hydrogène. C'est voilà. Quel est votre sentiment qui réglerait le problème des nuisances? A priori, voilà, où en êtes-vous? Alors c'est un sujet qui s'inscrit en effet dans un temps beaucoup plus large, qui est le temps de notre responsabilité sociétale. Je pense que c'est comment est-ce qu'on positionne le sport moto dans notre environnement. En 2021, on voit qu'il y a une évolution considérable des choses, et Albi en est vraiment le symbole. D'une part, on n'est pas sur le code du sport au niveau de l'infraction, on est sur le code de la santé publique. Fondamentalement, on considère que lorsque je suis victime d'une nuisance, d'une émission sonore qui ne respecte pas le code, c'est le code de la santé et pas le code de l'environnement. Donc déjà, on a un rapport à la vie qui est un peu différent. Nous, la fédération, évidemment, qu'on croit à ce qu'on est, on croit à ce qu'on fait et on croit que le sport moto a un avenir. Et donc, on va poursuivre la politique d'acquisition et de sauvegarde des circuits, notamment de motocross, puisque pour l'instant on a acheté principalement des circuits de motocross et un circuit de trial, un site de trial. On gère également le circuit Carole, donc on connaît, si vous voulez, les difficultés, on sait exactement de quoi on retourne pour les circuits. Le sujet, en effet, c'est le bruit. C'est le bruit. Donc s'agissant d'Albi, et de façon plus générale par rapport aux équipements de vitesse, 3 axes de travail. Un travail de lobby, c'est-à-dire que l'on doit absolument indiquer au pouvoir public et aux parlementaires, attention, nous sommes aussi une activité économique, c'est-à-dire que lorsque dans le département de la Sarthe ou de la Nièvre, il n'y a plus de compétition pendant 6 mois, il y a un impact économique sur l'ensemble du territoire, qui n'est pas neutre. Vous reconnaissez que le lobbying, pardonnez-moi, c'est un baston. C'est la baston, on peut le dire. En tout cas, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Voilà, c'est un. D'accord. C'est un rapport de force. Vous assumez complètement. On est obligé de faire valoir ce que nous sommes. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la première phase de. En solution. Qui nous sommes, qu'est-ce que l'on présente, qu'est-ce que l'on apporte. Parce qu'on parle toujours des éventuelles nuisances, pour certains, pour une minorité, mais on oublie toujours de rappeler tout ce que le sport moto et les sports mécaniques de façon générale apportent et ce que le circuit d'Albi apporte sur le territoire. Première chose, le lobby. Deuxième chose, l'aspect juridique, parce qu'il y a un contentieux qui est en cours. Eh bien, donc, nous apporterons notre soutien au circuit d'Albi. Quand je dis nous, c'est Fédération Moto, mais on a eu l'occasion d'échanger aussi avec la Fédération Auto. Donc, l'idée, c'est vraiment de façon conjointe, auto et moto, d'apporter un soutien à Albi. Et le troisième point, c'est aussi la réduction de nos émissions sonores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. Moi, sachez que, en tant que président de fédération, j'ai demandé, on a constitué un groupe de travail spécifiquement en charge du bruit. On parle des jeunes, je reviens sur les jeunes. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes puissent rouler sur les circuits de karting. Si on regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger, la vraie différence fondamentale entre nous et l'Espagne et l'Italie, ce sont les circuits de karting. C'est-à-dire qu'en Espagne et en Italie, on peut facilement accéder au circuit de karting. Notre enjeu, à nous, c'est de faire en sorte que l'on puisse aller sur des pistes de karting. Le karting, ça fait du bruit. Les pistes de karting, en effet, acceptent des cartes à 95 dB, alors que nous, on est à 102 dB. Donc il faut absolument que sur le 25 Power, nos motos, qui iront demain sur une piste de karting, on se retrouve au même niveau que les kartings. Si on n'arrive pas à se mettre à niveau du karting, on n'aura pas accès et on ne pourra pas se développer. Donc, un travail sur les émissions sonores, c'est évidemment fondamental.
Alors je sais que c'est pas facile parce que là, il faut qu'on assume une certaine forme de schizophrénie. On aime le bruit de la moto, on aime le bruit des compétitions moto, mais est-ce que l'on peut pas faire beaucoup moins de bruit en entraînement ou en loisir? On en revient à l'électrique. Alors l'électrique est un sujet, nous on essaie de se l'approprier, hein. On n'a pas de religion par rapport à ça. Il y a aujourd'hui pas mal de disciplines qui ont intégré de la moto électrique dans leur activité. Je pense au trial, je pense au motoball, hein, je pense un petit peu au motocross. Il y a tout ce qui relève du VTT AE dont nous, Fédération Française de Moto, nous revendiquons. Alors, nous on considère que c'est pas un vélo, justement. On considère que c'est vraiment un véhicule terrestre à moteur qui relève. C'est comme le Solex à l'époque, qui s'est transformé au fil du temps. Je pense qu'on est vraiment sur cette logique. C'est étonnant, si vous voulez, mais je comprends c'est un vélo motorisé, donc c'est une moto. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de tester ce type d'engin il n'y a pas très longtemps. Il y avait 5 vitesses, la 4e et la 5e vitesse, enfin c'était le mode. C'était un mode 100% autonome et c'était une poignée, pas de gaz mais de watts. Donc pour répondre à votre question, oui, on s'approprie ces nouvelles technologies. Vous avez évoqué l'hydrogène, pourquoi pas. Moi je crois beaucoup également au carburant propre. Hein, je pense qu'il y a sûrement de la matière à creuser sur ce sujet-là. L'hydrogène, bon, on est encore sur la moto, on est quand même sur. À mon avis, j'ai l'impression que la technologie est peu avancée. Mais j'indiquerais sur l'électrique. Nous, on est prêt en tant que fédération sportive à modifier nos règlements pour intégrer les machines. C'est à travers la performance des machines électriques que, eh bien, elles s'imposeront dans le sport. Moi, j'ai une petite réserve sur l'électrique parce que je trouve que quand on fait le bilan carbone de la moto électrique versus moto thermique, je ne suis pas certain que si on raisonne d'un point de vue global, l'électrique est vraiment une solution plus écolo que le moteur thermique. En amont, c'est... Oui. C'est pas évident. Alors, politiquement parlant, aujourd'hui, quand on le dit, on a l'impression de blasphémer. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y aura sûrement une troisième voie à travers des carburants propres, peut-être, à travers de moins en moins d'utilisation d'énergie fossile. Mais je pense qu'on est ce qui est certain, c'est qu'on rentre dans une nouvelle étape, dans un nouveau temps. On est vraiment en plein 21e siècle pour le coup, et qu'on aura sur ces 10-15 prochaines années, à mon avis, des belles évolutions devant nous. Il y a deux solutions, soit on en a peur, soit ça nous fait peur, soit on essaye d'en tenir compte pour se réinventer, pour construire un sport moto de demain, pas pour nous, mais pour nos petits-enfants, nos enfants. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Je pense qu'on a besoin de s'inscrire dans un projet. Aujourd'hui, on est dans un temps dégradé où tout est triste, tout nous fait peur. On a peur du lendemain, on a peur du virus, on a peur de tout, on est tous masqués. Je pense qu'on a besoin, nous, fédération, de travailler sur demain, sur après-demain, et être évidemment optimiste pour toute cette génération qui arrive et qui a envie de croquer de la vie et qui a envie de rêver à travers un sport fantastique qu'est le sport moto. Et alors, pour conclure, je dirais que Bike 70 organisera en cellule très fermée, totalement étanche. On fera tourner un mono des années 60 avec de l'île de Ricin. Ah bah très bien. Tous plaisir. On se fera un bon plaisir alors. On se fera un bon plaisir alors. Avec plaisir. Oui, mais vraiment confiné. Très bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais écoutez, sinon de vous remercier et puis de vous souhaiter une bonne saison à toutes et à tous.